Ce matin, nous recevons Edwige Diaz, qui est députée de la Gironde et vice-présidente du Rassemblement national. L'interview frontale, c'est parti. Frontière, la matinale. L'interview frontale. Bonjour Edwige Diaz. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous ce matin, c'est un plaisir de vous recevoir. On sait que votre temps est compté, surtout dans ces actualités qui, on le sait, sont quand même très très mouvementées. Évidemment, on voulait vous recevoir ce matin, notamment pour commenter certaines prises de parole. On va commencer évidemment avec celui de David Lisnard qui appelle Emmanuel Macron à partir pour notre bien à tous, dans une approche gaullienne selon lui. On va l'écouter tout de suite et on va commenter ça. Que le président de la République dise, tout simplement, nous sommes bloqués, nous sommes dans une situation de blocage. Or, le monde avance. Or, il faut vite améliorer la situation du pays. Et je suis une des causes de ce blocage par des mauvaises décisions, dont la dissolution. Et donc, je vous annonce que je démissionnerai de façon différée parce qu'il faut parce que s'il démissionne, il y a qu'un mois de campagne. Oui. Et donc il faut qu'on relégitime l'action politique. Et donc voilà, c'est une des solutions pour sortir de la crise, mais c'est à lui de le décider dans une approche qui pourrait être gaullienne et avoir une certaine allure. Edwige Diaz, la crise politique est là. Dimanche dernier, lors de la rentrée politique du Rassemblement national, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont plaidé pour un retour aux urnes. C'est-à-dire à minima une dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous craignez pas qu'un an après la dissolution de 2024, qui a donné une assemblée totalement éclatée, on en revienne à cela, c'est-à-dire le résultat soit le même? Non, je pense pas, parce que depuis un an, il s'en est passé des choses. Déjà l'année dernière, au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, Jordan avait dit si il existe une alliance des contraires, c'est-à-dire les barrages de la honte qui ont permis au parti unique, qui va des Républicains jusqu'à LFI, en fait, ces gens qui se sont coalisés, Jordan Bardella avait dit c'est cette coalition qui va entraîner le blocage, la paralysie du pays. Et c'est exactement ce qu'il est en train de se passer. Vous voyez, ça fait un an que l'Assemblée a été dissoute. Nous n'avons voté aucun texte d'ampleur à l'Assemblée nationale et nous sommes aujourd'hui dans cette situation de paralysie. Donc, pour retrouver de l'oxygène et pour que le pays redispose d'une vision, d'un cap, eh bien oui, il faut un retour aux urnes qui peut se matérialiser de deux façons, ou la démission du président de la République, ou alors une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, étant entendu que depuis l'année dernière, les gens se sont rendus compte qu'ils ont été trompés. En fait, on leur a dit, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, ça va être la catastrophe, l'effondrement économique, la pluie de sauterelles, etc., etc. En fait, la catastrophe, le désordre économique, social, budgétaire, sécuritaire, on l'a aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne se feront plus avoir par ces chiffons rouges qui ont été agités. Et puis aussi, il faut le dire, je pense que les Français sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Pourquoi ? Parce qu'ils voient que nous sommes assidus à l'Assemblée nationale, que nous votons des textes dans l'intérêt général et surtout que nous sommes prêts à gouverner et que face à nous, on nous avait vendu des Mozart de la finance, on ne sait pas où ils sont certainement pas au gouvernement. À l'attention du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, vous exigez, je cite, la rupture ou la censure, oui. Ça a été rappelé à plusieurs reprises. Vous étiez tout de même moins incisif envers ses prédécesseurs Michel Barnier et François Bayrou. Il n'y a donc aucun compromis possible avec Sébastien Lecornu ? Disons que nous, au Rassemblement national, ce qui nous caractérise, c'est la puissance d'une part, mais c'est surtout la constance. C'est-à-dire que ce que nous avons demandé aux uns, nous allons le demander aux autres. Pourquoi ? Parce que c'est pour ces raisons que les Français nous ont élus et même massivement réélus, puisque nous sommes passés de 88 députés à 140 avec nos alliés d'Éric Ciotti. Donc en fait, nous n'avons pas été élus pour renier nos convictions, mais au contraire pour les porter. L'année dernière, nous étions dans un contexte un petit peu particulier avec Monsieur Barnier et M. Bayrou, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir de dissolution de l'Assemblée nationale parce qu'il faut attendre un an entre les deux élections. Maintenant, il peut y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle nous exigeons les mêmes choses de la part de ce gouvernement, c'est-à-dire qu'il écoute les revendications de nos 11 millions d'électeurs qui ne sont pas des sous-électeurs ni des sous-citoyens, et donc qu'ils mettent en œuvre un certain nombre de politiques qui sont attendues par nos électeurs, mais aussi par les Français. Je pense à la lutte contre l'immigration massive et anarchique. Je pense aux économies que l'État doit réaliser. Je pense à la nécessité de baisser la contribution française au budget de l'Union européenne, aussi à la lutte contre la fraude. Bref, en fait, tout ça. Et donc, si M. Lecornu ne souhaite pas opérer une politique de rupture avec le macronisme qui a conduit le pays droit dans le mur, eh bien, pour sauver la France, pour protéger les Français, nous serons dans l'obligation de le censurer.
Et justement, hier, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont été reçus à Matignon par Sébastien Lecornu. Ils lui ont dit quoi ? Marine s'est expliquée et Jordan, ils ont fait un point presse à la sortie du rendez-vous. Bon, ils ont dit que le rendez-vous s'était passé de manière courtoise républicaine, maintenant qu'ils attendaient de voir Monsieur le Premier ministre à l'œuvre. Et vous voyez, on n'avance pas masqué, hein, nous, contrairement aux autres, on a dit, c'est rupture ou censure. Donc en fait, c'est ce qu'ils lui ont dit, c'est ce qu'ils ont déclaré à l'issue du rendez-vous, et c'est ce que nous ferons au moment de voter le vote de confiance ou pas. Je ne sais pas si Monsieur Lecornu s'y soumettra, mais en tout cas, vous savez qu'on peut censurer un gouvernement dès que la session ordinaire est ouverte. Aujourd'hui, on en parlait à l'instant, il y a un mouvement social partout en France. Vous le soutenez, ce mouvement social ? Alors nous soutenons les revendications, incontestablement, parce que le matraquage fiscal en France est une réalité, la purge sociale est une réalité aussi. Pour autant, Emmanuel Macron n'y apporte pas les solutions, et même, je vais vous dire, je pense qu'il y est sourd et aveugle. Je vais quand même vous dire ce qui m'interpelle sur ce mouvement. C'est que, vous voyez, ce matin, j'ai fait une capture d'écran sur mon téléphone, mais ce matin, je vois Monsieur Retailleau qui dit « Nous attendons des milliers d'individus qui peuvent être dangereux, qui viendront pour semer le désordre ». Je suis assez interpellée par cette déclaration, puisqu'en fait, Monsieur Retailleau n'est pas un commentateur de la vie politique, il est ministre de l'Intérieur. Donc en fait, son devoir, ce n'est pas d'attendre les Black Blocs. Vous voyez, Monsieur le ministre de l'Intérieur sait qu'il y a des individus radicalisés qui vont venir pourrir ce mouvement social, et on a l'impression d'une certaine passivité. Et vraiment, oui, je vais vous le dire, je suis assez indignée par ces propos, parce qu'en fait, des solutions existent pour empêcher que les mouvements soient pourris par les Black Blocs. Et nous, depuis que nous sommes avec Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, nous avons déposé un certain nombre de propositions de loi qui, malheureusement, ont toutes été rejetées. Je vais vous donner quelques exemples. Nous souhaitions instaurer les peines minimales, vous savez, les peines planchées. Eh bien, l'année dernière, à l'occasion de notre niche parlementaire, ce texte, porté par ma collègue Pascale Borde, a été rejeté. Il y a 2 ans, nous avons présenté une proposition de loi visant à suspendre les allocations familiales pour les parents de mineurs qui sont des casseurs, vous voyez, par exemple. Et bien là aussi, notre proposition de loi a été rejetée. Face à ça, vous mettez que du coup, les places de prison promises par Emmanuel Macron n'ont pas été construites, qu'il n'y a pas de renforcement de la protection fonctionnelle pour nos policiers, qu'il n'y a pas non plus l'instauration de la présomption de légitime défense comme Marine Le Pen le propose. Donc en fait, forcément, à côté de ça, vous avez donc des stages de citoyenneté, des rappels à la loi, des travaux d'intérêt général, et donc en fait, rien n'est fait pour dissuader les casseurs, ces délinquants, ces racailles de venir abîmer ces mouvements sociaux. Moi, j'ai une pensée ce matin, et j'imagine que vous la partagez également, envers le policier de Tourcoing qui a été sauvagement agressé. Mais là, en fait, chers auditeurs, il faut aussi le comprendre, c'est que les agresseurs qui ont été arrêtés sont aujourd'hui sous libération conditionnelle. Incroyable. Ils sont dehors. Incroyable. Et en fait, ce laxisme, indigne les Français. Vous voyez, dimanche, Marine Le Pen et Jordan Bardella étaient en meeting à Bordeaux dans le cadre de la rentrée du Rassemblement national, et ils ont eu une pensée émue pour ce policier. Et je peux vous dire que dans la foule, les 7000 patriotes qui étaient réunis à Bordeaux, se sont levés et ont applaudi ce policier, et ont aussi fait part de leur indignation vis-à-vis de la situation. Et je veux me joindre aux pensées qui ont été formulées. C'est incompréhensible. Mais oui, c'est un très mauvais signal que l'on envoie. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez casser du flic, c'est ça, exprimer une haine anti-flic qui est par ailleurs très légitimée par les partis d'extrême gauche de notre pays, et notamment la France insoumise, et puis vous ne dormez pas en prison. Alors que M. Darmanin avait dit tu touches à un policier, tu dors en prison. Là, une fois de plus, M. Darmanin, qui était un mauvais ministre de l'Intérieur, se révèle être un mauvais ministre de la Justice. Évidemment qu'on ne peut plus compter sur ces gens pour rétablir l'ordre et la sécurité dans notre pays. C'est pour ça qu'avec Marine et Jordan, nous demandons un projet de rupture politique. Je me demande comment est-ce qu'on peut demander aux policiers, gendarmes, forces de l'ordre, militaires, de sortir dans la rue et d'aller nous défendre toute la journée, d'aller défendre les Français, d'aller défendre les rues, les commerces qui se sont déjà barricadés pour protéger leur travail, finalement, ce qui leur sert à se nourrir. Mais voir des exemples typiques où on a des vidéos à l'appui qui choquent tous les Français qui sont avec une tête bien faite, et en fait leur dire oui, allez travailler. Peut-être que vous allez vous faire casser les dents, défigurer, péter la cloison nasale, peut-être. On les attend.
Non, mais c'est clair. Et à ce titre, je vais avoir une pensée pour les gens qui travaillent aujourd'hui, mais surtout pour les commerçants, en fait. Voilà, à qui on a dit, on vous recommande de fermer votre vitrine. Mais ces gens ne vont pas être indemnisés en matière de perte de chiffre d'affaires. Donc, en fait, il y a un recul de l'État, même une résignation et une forme d'habitude à cette ultra-violence. Sauf que à chaque fois qu'il y a une journée de grève avec des casseurs, eh bien, c'est une aggravation du déficit qui a lieu et c'est une très mauvaise image qui est renvoyée à l'international. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Quel touriste a envie de venir en France quand il sait qu'il va y avoir un mouvement de grève? Donc, en fait, ce laxisme et cette insécurité et même cette complaisance, quelque part, des gouvernants à l'égard de ces racailles radicalisées, eh bien, c'est vraiment un effet repoussoir et c'est extrêmement mauvais pour l'économie. À propos d'économie, on parle beaucoup de la taxe Zuckman en ce moment. J'ai noté que vous ne la souteniez pas. Oui. En revanche, vous défendez un impôt sur la fortune financière, un fameux IFF, on en a parlé aussi, qui viendrait remplacer l'impôt sur la fortune immobilière, successeur de l'ISF. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes d'économie, notamment dans la fonction publique, plutôt que d'ajouter une nouvelle contribution dans le pays qui est quand même le plus taxé au monde? Oui, alors en fait, nous, l'impôt sur la fortune financière qui vise à taxer la spéculation, les obligations, les surdividendes, aussi les super-profits, c'est pas un impôt supplémentaire, c'est un impôt qui vient remplacer l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Mais je voudrais vraiment qu'on sorte du débat parce qu'en fait, là, ça va toucher quelques centaines de personnes dans notre pays. Nous, ce que nous souhaitons avec Marine Le Pen, c'est procéder à des mesures radicales en matière d'économie. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On peut faire beaucoup d'économies sur la question de l'immigration en réservant par exemple les allocations familiales aux familles françaises, en réservant aussi la priorité, en appliquant la priorité nationale dans l'attribution des logements sociaux, sur les aides sociales non contributives. Il faut aussi les réserver aux Français ou alors la conditionner à des étrangers qui sont sur le territoire national depuis 5 ans mais aussi qui travaillent 5 ans en équivalent temps plein, vous voyez. Et puis quand un étranger au bout de 6 mois ou 1 an n'a plus de travail, eh bien, il doit quitter le pays parce qu'en fait, sa présence ne contribue plus à l'enrichissement de notre pays. Donc, en fait, oui, des économies, il faut en faire. On peut en faire aussi sur les agences d'État, sur les doublons. Vous savez, tous ces comités Théodule dont on ignore des fois la fonction ou l'utilité. Je pense par exemple au Césaire, vous savez, ces conseils économiques, sociaux, environnementaux et régionaux. Moi, je suis élue en Nouvelle-Aquitaine et rien que pour ma région, le Césaire Nouvelle-Aquitaine qui produit des rapports que personne ne lit, c'est 5 millions d'euros. Je pense à vous voyez, le Haut Commissariat au Plan, ce qui a permis à M. Bayrou de vivre confortablement pendant quelques années sans qu'il n'ait produit grand-chose. Eh bien, aujourd'hui, c'est un ancien ministre, M. Clément Beaune, qui est à la tête. Le Haut Conseil à l'égalité, pareil, le Conseil à la régulation de l'énergie. En fait, tous ces trucs-là, eh bien, oui, servent à recaser des anciens ministres avec des salaires tout à fait confortables. Et évidemment, il faut supprimer tout ça. Voilà comment on réalisera des économies concrètes tout en relançant, je termine juste, tout en créant un environnement favorable pour la relance de l'économie parce que oui, d'un côté, il faut faire des économies, mais d'un autre côté, il faut aussi faire la promotion de la croissance économique et ça passe bien sûr par un soutien aux entreprises. Juste une question, dans vos pistes d'économie, vous abordez souvent la question de la contribution à l'Union européenne. Oui. Moi, j'ai pas très bien compris. Vous voulez la baisser, vous voulez la supprimer? Non, on veut pas la supprimer, on veut la baisser. En fait, là ce qu'il faut savoir, c'est que à la louche, là. Aujourd'hui, nous sommes déficitaires nets de 10 milliards d'euros. Mais les macronistes, qui sont des européistes, même fanatiques, eh bien, veulent d'ici 2030 continuer d'augmenter la contribution de la France au budget de l'Union européenne, mais sans qu'il y ait une augmentation de notre rétribution. Donc, en fait, nous disons que nous sommes d'accord pour contribuer, mais pas dans ces proportions-là. Et surtout, ce que nous contestons, c'est le fait que l'Union européenne nous impose la manière dont nous devons financer ces fonds. Donc, en fait, non seulement nous perdons beaucoup d'argent, mais en plus, nous n'en disposons pas librement. Donc, c'est pour ça que nous souhaitons diminuer la contribution. On nous avait dit pendant des années que c'était pas possible, que Marine Le Pen racontait n'importe quoi, sauf que cette année, on a la ministre des Comptes publics qui a indiqué, oui, en fait, que l'augmentation allait diminuer. Donc, comme quoi, c'est bien possible. Et avec Marine, ce qui nous différencie des autres, c'est que ce que nous disons, nous le ferons. Moi, j'ai une petite question quand on parle budget. Elle a disjoncté, c'est la citation qui est sortie notamment d'une discussion sur RMC concernant les notes de frais d'Anne Hidalgo qui ont été révélées. Je ne sais pas si vous en avez un peu entendu parler. Oui, un petit peu, ouais. La maire de Paris
aurait entre autres dépensé, donc tout n'a pas été déclaré parce qu'elle n'a pas voulu donner toutes ses notes de frais, j'ose imaginer, entre autres dépensé 84 000 € de vêtements, 120 000 € de voyage. Qu'est-ce que vous avez comme regard sur ces dépenses par la maire, je le rappelle, socialiste de la région parisienne? Eh ben, cette gauche moralisante est toujours prompte à donner des leçons aux uns et aux autres. Mais force est de constater que cette gauche caviar, je pense à une déconnexion totale vis-à-vis de l'utilisation de l'argent public, parce que les notes de frais qui ont été révélées, ce sont quand même des grandes marques. Si Madame Hidalgo a besoin d'un manteau, elle est peut-être pas obligée de dépenser les sommes astronomiques qu'elle a dépensées. Donc voilà, écoutez, ça me désole. Ça fait rêver, mais... c'est sûr. Moi, la première, on me dit, t'as un cachet, tu peux aller chez Dior, chez Chanel, etc. Je serais la première à le faire, mais pas sur l'argent des Français. Ben c'est ça. Et puis je pense que c'est malhonnête. vraiment une marque de déconnexion et même de mépris à l'égard des Français qui souffrent dans leur quotidien. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, il suffit de voir ce qu'elle a fait de Paris. Enfin, je veux dire, voilà, je pense que tout le monde est d'accord pour constater que Madame Hidalgo, vit dans un monde parallèle. C'est la raison pour laquelle je pense que Thierry Mariani, le candidat du Rassemblement national aux élections municipales à Paris, fera un excellent score, parce que là aussi, les Parisiens sont en droit d'exiger de la rupture et une remise en ordre de la capitale française. Je voudrais juste revenir sur les économies dont on parlait à l'instant, qui sont nécessaires de devoir les faire. Il y a un angle mort dans votre programme que j'ai remarqué, je l'ai évoqué tout à l'heure, la question des fonctionnaires. On est quand même le pays qui a le plus grand nombre de fonctionnaires au monde. C'est assez impressionnant. On est un pays de fonctionnaires, il faut le dire. Là aussi, est-ce que vous croyez qu'il y a des économies à faire? Est-ce que, par exemple, vous pourriez reprendre à votre compte ce qu'avait proposé par exemple François Fillon en 2017, qui consistait à ne pas remplacer un certain nombre de fonctionnaires qui partaient à la retraite, notamment dans un certain nombre de services qui ne nécessitent pas forcément d'avoir autant de fonctionnaires, parce que les fonctionnaires, ça ne produit pas de richesse, quoi. Oui, alors en fait c'est pour ça, je vais développer un peu là pour qu'on comprenne bien. Le Rassemblement national ne fait pas la chasse aux fonctionnaires, parce que le Rassemblement national est très attaché à la qualité du service public. Et nous souhaitons développer la philosophie de la démétropolisation, c'est-à-dire un rééquilibrage territorial pour faire en sorte que les services publics ne disparaissent plus dans nos campagnes. Moi, vous voyez, je suis élue en Gironde, dans un territoire qui connaît une nette désertification des services publics. Par contre, bien sûr qu'il y a une réorganisation des fonctionnaires à opérer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des organismes d'État, des comités Théodule qui ne servaient à rien. Évidemment que là, en fait, il faut réorganiser ces services-là, et ce qui est inutile, eh bien, la suppression de ce service entraînera, bien évidemment, le non-remplacement ou la reconversion professionnelle de ces fonctionnaires. Donc, en fait, moi, vous voyez, je veux pas... Monsieur Sarkozy avait dit qu'il ferait une coupe dans les fonctionnaires, et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué le nombre de policiers, par exemple. Ben, nous disons au contraire qu'il faut recruter des policiers, qu'il faut recruter des magistrats. L'hôpital est en train de s'effondrer. On ne va pas non plus supprimer des fonctionnaires dans la fonction hospitalière, par exemple, sauf du côté des ARS, par exemple. Donc, vous voyez, en fait, on ne peut pas dire... Ah oui, tout à fait, on veut supprimer les ARS. Nous estimons que c'est extrêmement coûteux, que c'est une strate administrative inutile, et qu'il faut au contraire recentrer la médecine sur les fonctions hospitalières, et donc les ARS ne servent à rien. Voilà. Donc en fait, et nous avons dans notre programme la question du millefeuille territorial que nous souhaitons alléger, et donc bien sûr ça passera par une réaffectation, une réorientation des fonctionnaires qui travaillent au juste dans des collectivités qui n'ont peut-être plus vocation à perdurer. Et justement, au sujet du millefeuille territorial, vous aviez, j'ai souvenir qu'il y avait vraiment la question qui se posait de supprimer les conseils régionaux. Est-ce que vous défendez toujours cette mesure? Oui, alors c'est un programme, c'est une partie du programme qui sera affiné pour 2027, mais en tout cas, la fusion des régions qui a été opérée en 2015 de manière très maladroite par François Hollande, nous y sommes littéralement opposés, parce qu'en fait, ça nous avait été vendu comme une loi visant à faire des économies. Or, c'est pas vrai. Moi, vous voyez, je suis élue en Nouvelle-Aquitaine, donc fusion des régions Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, et les frais de fonctionnement ont augmenté, et en parallèle, la qualité de travail
s'est dégradé pour les agents. Donc en fait, on est face aujourd'hui à des régions qui sont en fait des ogres administratifs, qui sont très coûteuses pour les finances publiques et qui en plus n'apportent pas le service public souhaité. Et vous voyez, il y a des régions qui ont été mariées de force. Je pense à la région Grand Est, et mon collègue Laurent Jacobelli a déposé une proposition de loi visant en fait à redonner la parole aux habitants du Grand Est pour qu'il y ait un retour aux anciennes régions. D'accord. J'ai une question subsidiaire. On a beaucoup parlé de la pétition de Philippe de Villiers. Est-ce que vous l'avez signée, cette pétition ? Non, je ne l'ai pas signée, mais j'exclus pas de le faire, vous voyez, parce que je considère que M. de Villiers fait partie du camp national. Je voudrais juste rappeler que la question du référendum sur l'immigration, c'est un sujet qu'avec Marine Le Pen, nous portons depuis des années. D'ailleurs, c'était même inscrit dans notre programme présidentiel. C'est quelque chose que nous ne cessons de réclamer à l'Assemblée nationale. Et malheureusement, eh bien, ce que je vois, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas décidé à le mettre en œuvre. Et Monsieur Retailleau nous avait aussi fait miroiter à un moment donné un référendum sur l'immigration, une baisse de l'aide médicale d'État. Malheureusement, ça n'a pas lieu. Donc, les pétitions, oui, elles peuvent avoir une utilité. Et quand vous êtes parlementaire, votre devoir, c'est de faire voter des lois. Et quand Marine Le Pen sera à l'Élysée, ce pourquoi je me bats tous les jours, eh bien, elle fera ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que oui, elle proposera un référendum sur l'immigration. En fait, c'est notre projet de loi. Il est déjà disponible sur notre site internet et il aura plusieurs vertus, notamment de supprimer le droit du sol, de supprimer aussi le regroupement familial, d'instaurer la priorité nationale dans l'attribution des logements sociaux. On pourra rétablir aussi le délit de séjour irrégulier. On pourra imposer le contrôle de l'âge au MNA. Vous savez, ces mineurs non accompagnés qui sont souvent pas mineurs et souvent très bien accompagnés. Donc en fait, tout ça est nécessaire parce que vous avez bien vu ce qui s'est passé l'année dernière avec la loi immigration. Malheureusement, l'immense majorité des points ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par un projet de loi référendaire. Justement, le président du Conseil constitutionnel, d'ailleurs sortant de sa réserve politique qui lui était imposée par sa fonction, a expliqué qu'en fait un référendum sur l'immigration ne serait pas constitutionnel. C'est-à-dire que est-ce que vous ne craignez pas que dès que Marine Le Pen arrive à l'Élysée, si elle est élue en 2027, en fait, vous proposez, faites une proposition, elle invoque l'article 11 de la Constitution, elle propose un référendum, et le Conseil constitue lui dit non. Bah, non, du coup, madame, ça veut dire quoi? Du coup, ça veut dire comment est-ce que vous faites pour à un moment donné contourner le Conseil constitutionnel, enfin contourner, je ne sais pas si le terme est exact, mais imposer la volonté populaire au Conseil constitutionnel. Bah, je pense que justement la volonté populaire s'imposera au Conseil constitutionnel. Nous sommes dans un état d'esprit gaullien et respectueux de la Constitution, et nous considérons que le souverain suprême, c'est le peuple, et donc je ne vois pas un Conseil constitutionnel venant s'opposer à la volonté du peuple, d'autant plus que vous savez que les membres du Conseil constitutionnel... Non, mais en fait, les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas membres du Conseil constitutionnel à vie. Vous voyez, ils sont nommés par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président de la République. Évidemment que si nous remportons la présidentielle, nous aurons un pouvoir de nomination de ces personnes-là et nous présenterons des personnes qui ont une expertise de la situation et surtout une neutralité politique, et on sera bien loin de ceux qui ont été recasés là actuellement. Voilà. Et du coup, ça veut dire en fait que si Marine est, enfin, pour rebondir sur ce que vous disiez, donc ça veut dire en fait quoi que la pétition lancée par Monsieur Duvillier aurait autant d'inutilité. Vous voyez, donc moi je ne crois pas, je ne suis pas résignée, et je pense au contraire que l'immigration est un sujet tellement important et les Français n'ont jamais été consultés sur ce sujet-là, et donc je pense que les membres du Conseil constitutionnel, même ceux actuellement, feront preuve d'intelligence et de respect de l'esprit de la Constitution, et donc ils valideront le référendum que nous déposerons. J'imagine que vous avez encore en tête le visage de Philippine. Hier, on a vu un article sortir par nos confrères du Figaro qui ont eu la possibilité de rencontrer les parents de Philippine, qui ont souhaité lui rendre hommage en simplement donnant une sorte de cri d'alerte aussi sur un dysfonctionnement autour de la justice, entre autres. Je prends une citation de la maman de Philippine qui dit « L'abrogation de la loi Marlex m'a écœurée et anéantie. Comment des hommes et des femmes peuvent prendre le risque que nos jeunes soient assassinés ?» Donc pour rappel pour nos auditeurs, la loi Marlex, c'était pour élargir le délai de détention, notamment en centre de rétention administrative pour les étrangers qui sont dangereux et qui sont sous OQTF pour la plupart. Déjà, comment est-ce que vous avez réagi en
en entendant et peut-être en lisant ces quelques mots des parents de Philippine. Et ensuite, est-ce que vous êtes choqué? Est-ce que vous avez été choqué du fait que ça passe à la trappe Oui, je voudrais avoir une pensée affectueuse et empathique à l'égard de la famille de Philippine qui mène un combat d'un courage infini. Personne n'a oublié le cas qui a hérissé le poil à toute la France. Moi, j'en veux, oui, aux responsables politiques, notamment à ceux de la gauche qui sont dans le déni, qui continuent de nous dire que toute l'immigration est une chance pour la France, mais aussi j'en veux à ces macronistes qui se couchent devant ces gauchistes qui ont fait alliance avec eux au moment des dernières élections législatives et qui font tout en fait pour repousser les lois qui permettraient de protéger les Français. Vous voyez, l'année dernière, au moment de la niche parlementaire, moi j'étais rapporteur d'un texte important qui visait à systématiser l'expulsion des délinquants étrangers. Voilà. Eh bien, les amis de M. Retailleau ont voté contre ma proposition de loi, soutenue par les macronistes et bien évidemment très encouragée par la gauche. Et donc en fait, tant que des mesures de fermeté visant à protéger les Français ne seront pas mises en œuvre, eh bien malheureusement, on continuera de pleurer les enfants de France. C'est absolument écœurant, de manière, comme disait Blandine, la maman de Philippine. Quand on lit, j'invite nos auditeurs à lire ces prises de parole de sa maman, aussi de son papa, qui étaient côte à côte pour répondre à ces questions et qui, en réalité, nous font aussi écho à tout ce qui pourrait aussi arriver demain. Elle le disait, il y a une citation que j'ai mise moi-même sur mon propre compte où elle dit « Ce n'est pas Philippine, c'est l'autre, le suspect qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Les gens doivent comprendre que leurs petites peuvent toutes être mignonnes, mais il y a des gens qui veulent du mal. » Et je pense que c'est une situation qui est à retenir pour vraiment que les Français prennent conscience des risques qu'encourent leurs enfants aujourd'hui dans les rues si les choses ne sont pas faites pour les aider, pour les sauver et pour incarcérer et pour expulser ces étrangers qui sont en situation irrégulière pour la plupart et qui sont surtout sous OQTF pour certains. C'est ça. Respect à la maman de Philippine et à sa famille. Merci beaucoup en tout cas Edwige Diaz d'avoir été avec nous ce matin. On aura abordé beaucoup de sujets, mais c'est vrai que les actualités sont très remplies, donc c'est important d'aborder tout ça avec vous en tant que vice-présidente du Rassemblement national. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.